Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Malte et ce très sommairement car le système de Malte est très particulier, il y a plusieurs types de résidents. Donc nous n'allons pas rentrer dans le détail complet, nous allons faire une présentation sommaire de la juridiction. Comme pour l'Estonie, nous allons diviser cette étude en plusieurs parties, en commençant par la fiscalité des entreprises, pour parler ensuite de la compliance des entreprises. Ensuite, nous aborderons la fiscalité personnelle, la compliance personnelle. On finira sur un résumé et quelques questions qui peuvent être étudiées ensemble. Concernant la fiscalité des entreprises, comme pour l'Estonie, on va s'intéresser à la résidence fiscale d'une société à Malte. Donc, il faut savoir qu'une société qui est constituée à Malte sera considérée à la fois domiciliée et résidente à Malte, tandis qu'une société est considérée de domiciliée à Malte si la gestion et le contrôle de ses activités sont exercés à Malte. Pour faire simple, un Français qui crée une société à Malte, la société sera résidente et domiciliée à Malte. Un Français résidant à Malte, comme de nombreux web entrepreneurs à l'époque qui avaient des sociétés à Hong Kong, des sociétés à Dubaï, bref, et qui vivaient à Malte, leur société était considérée de résidente, de domiciliée à Malte, car la gestion et le contrôle de leurs activités étaient effectués depuis Malte. La base d'imposition, cela va dépendre si la société est domiciliée ou non. Pour une société résidente et domiciliée, c'est les revenus mondiaux qui sont pris en compte pour le calcul de l'impôt sur les sociétés. Pour les sociétés qui seront considérées uniquement de domiciliées à Malte, il y aura une imposition sur le revenu imputable à Malte et généré à Malte. Sur les revenus générés hors de Malte, il n'y aura pas d'imposition. Attention, c'est pas parce que vous avez une société étrangère faisant des affaires par exemple uniquement avec la France que le revenu n'est pas imputable à Malte. Même s'il n'est pas fait, généré, c'est pas une vente de voiture à Malte par exemple. Mais c'est pas pour autant qu'il n'est pas imputable à Malte, car il a été contrôlé depuis Malte. Donc pas aussi simple. Les revenus taxables. Malte taxe les gains, les bénéfices, dividendes, primes, intérêts, bénéfices immobiliers, comme de nombreux pays. La taxation des dividendes. Une société percevant des dividendes sera taxée une fois sur ses dividendes avec de possibles exemptions. Les dividendes reçus d'une filiale dans laquelle on détient au moins 5% sont exemptés d'imposition à Malte. Les gains en capital seront traités comme des revenus ordinaires. Le taux d'IS à Malte est de 35%. Cela peut paraître élevé. Cependant, lorsque nous effectuons une distribution de dividendes, le contribuable recevant ce dividende peut demander un remboursement de l'impôt payé, l'impôt sur les sociétés, permettant ainsi de réduire le taux effectif d'imposition entre 0 et 10%. C'est un mécanisme particulier qu'on peut retrouver plus ou moins sous une forme similaire en France, à l'époque où il n'y avait pas encore le PFU, prélèvement forfaitaire unique. Effectivement, quand vous receviez un dividende versé d'une société française ou même étrangère, que vous le soumettiez à l'impôt sur le revenu, on faisait un abattement de 40% et donc on taxait uniquement 60% de ce revenu. C'est un système plus efficace, plus avantageux, mais c'est à peu près le même système. Concernant le crédit pour impôt étranger, c'est-à-dire une société recevant un revenu qui a été taxé dans un autre pays, un revenu en France, comment cela se passe? Il y a un crédit d'impôt ordinaire avec des limitations par pays, si c'est paradis fiscaux ou pas, et par source. Source, c'est quel type de revenu? Est-ce que c'est un revenu de placement? Est-ce que c'est un revenu d'artiste? Ça dépendra et le crédit d'impôt dépendra du revenu lui-même. Un crédit pour impôt étranger forfaitaire et théorique de 25% peut s'appliquer pour que cela soit plus facile. Mais quelquefois, généralement, il sera plus intéressant de passer par ce crédit d'impôt forfaitaire.
Des incitations fiscales, il y en a de nombreuses. Elles sont accordées d'abord à certaines industries, la fabrication, le développement de technologies de l'information et de la communication, centres d'appel, éducation, formation, société de transport reliant Malte à Gozo, je ne sais pas si je prononce bien, enfin c'est des choses très particulières, on ne va pas s'attarder dessus. Les différents types d'incitations qui sont proposées, ça va du microcrédit au financement et d'autres aides de tout genre, pareil, tellement spécifiques qu'on peut s'y intéresser dans un sujet individuel, mais pas sur quelque chose de global comme on essaie de faire. Concernant la compliance des sociétés, l'année d'imposition, comme dans la plupart des pays, ça coïncide avec l'année civile. Les comptes consolidés, c'est-à-dire si vous avez plusieurs sociétés, est-ce que la holding peut déposer un compte consolidé regroupant les déclarations des filiales? Ce n'est pas autorisé. Le dépôt des comptes, les sociétés sont tenues de faire des acomptes d'impôts au cours de la période comptable. Cela dépendra du chiffre d'affaires, cela peut être trimestriel, semestriel ou annuel. Les règles CFC. Alors, quand on parle de règles CFC, il ne faut pas écouter ce qu'on dit sur YouTube. Les règles CFC dont on parle, c'est uniquement pour les sociétés, c'est-à-dire une société détenant une filiale. Ce n'est pas pour une personne physique détenant une société. Donc elles ont été introduites par la directive ATAD, Anti-Tax Avoidance Directive, comme en Estonie, au 1er janvier 2019, sous certaines conditions. C'est deux conditions cumulatives, c'est un test de contrôle, c'est-à-dire détenir un certain pourcentage de parts dans la société, couplé à un test de ce qu'ils appellent imposition faible. C'est exactement comme en France. C'est le 209B et couplé au 238A de pays à fiscalité privilégiée. Les règles CFC, comme en France, entraîneront la taxation des revenus non distribués. C'est-à-dire que si par exemple vous détenez une filiale qui a généré 100 000 euros de résultats, que vous avez pris que vous avez rapatrié que 20 000 euros, les 80 000 euros laissés en réserve seront taxés. Comme en France, principe de sauvegarde européen, cela ne s'applique pas aux juridictions européennes. Cela va s'appliquer un impôt inférieur à 50%, donc ce qui représente 17,5%, ça va s'imposer par exemple si une maltaise, une holding maltaise a une limited à Hong Kong, par exemple, ou une société au Panama. Bref, maintenant nous allons parler de la fiscalité personnelle qui est particulièrement complexe. Donc la base imposable, elle va dépendre du statut de résident. Un résident habituellement à Malte et domicilié à Malte, son impôt sur le revenu sera calculé sur ses revenus mondiaux. Les personnes non domiciliées à Malte seront imposables à Malte sur la base de revenus remis à Malte, la remittance basis. C'est le principe qu'on a expliqué dans la vidéo de Pierre Ollier, vidéo qui n'est pas disponible car Pierre Ollier, n'ayant pas apprécié ce qu'on a dit de lui, a fait une atteinte au droit d'auteur. Donc il y a une procédure de contestation et d'arbitrage avec YouTube pour que la vidéo soit rétablie. C'est-à-dire que les personnes non domiciliées seront imposables sur les revenus qu'ils auront remis à Malte, c'est-à-dire le revenu et gain généré à Malte et les revenus provenant hors de Malte qui ont été remis à Malte. C'est un décalage d'imposition. La résidence. L'étendue des obligations fiscales d'une personne dépend à la fois de son domicile et de sa résidence. On parle de résident domicilié ou résident non domicilié. Une détermination factuelle, c'est-à-dire in concreto, c'est-à-dire cas par cas, doit être faite pour déterminer si la personne est habituellement résident et domicilié à Malte, résident non domicilié à Malte ou non résident habituel mais domicilié à Malte. 3 types de résidence, c'est très particulier. Donc, on considère qu'une personne réside à Malte si elle réside sur l'île, à l'exception des absences temporaires ou quelquefois on retrouve le terme de sporadique, qui peuvent sembler au commissaire des impôts être raisonnables et pas incompatibles avec la revendication de résidence. Un individu est généralement considéré comme résident maltais s'il est présent à Malte pendant une période égale à 6 mois dans l'année, donnée, les fameux 183 jours, avec l'intention d'établir sa résidence à Malte. Donc on voit une distinction avec l'Estonie et de nombreux pays, c'est qu'il faut vraiment passer 6 mois pour être résident fiscal maltais. Et pas
À Malte, on a parlé du foyer. En Estonie, on a parlé du foyer, par exemple. Le revenu imposable. Le revenu imposable comprend les gains, bénéfices provenant d'un commerce ou d'une entreprise, l'emploi, dividendes, intérêts, pensions, rentes, loyers, etc. Le taux de l'impôt sur le revenu, il est progressif allant de 0 à 35%. Un taux d'imposition uniforme de 15% s'applique aux revenus de source étrangère versés à Malte par des personnes bénéficiant de certains régimes de résidence, les fameux résidents non domiciliés. Cependant, les personnes non domiciliées à Malte devront s'acquitter en outre d'un impôt minimum de 5 000 € par an. Fiscalité personnelle, on va faire un petit topo, taxe foncière, pas de taxe foncière, cependant il y a des droits d'enregistrement et l'impôt sur le revenu sont prélevés sur le transfert de biens immobiliers. Impôt de succession, non, mais il y a des droits d'enregistrement. L'impôt sur la fortune, non, et il n'y a aucun impôt similaire comme aux Pays-Bas par exemple. Pour la compliance des individuels, l'année d'imposition, c'est l'année civile, taxée l'année suivante, imposée l'année suivante, comme c'était le cas en France. Vous gagnez vos revenus en 2018, vous déclariez en 2019, vous payez en 2019. Le dépôt et le paiement, l'IR, comme en France, il est acquitté par précompte. Donc, un premier précompte le 30 avril, le second le 31 août et le dernier le 21 décembre. Pour la TVA, le taux standard est de 18% et le taux réduit est de 7%. Donc, pour résumer, l'imposition personnelle, elle est variable selon les revenus et le statut de résident. Pour déterminer l'imposition à Malte, il faut réussir à déterminer le statut de résident de la personne. Concernant l'imposition corporate, c'est une imposition élevée, 35%, mais à travers le remboursement de l'impôt lors du versement de dividendes, ça permet de le ramener à un taux effectif généralement de 5%, de 5 à 10% même. Donc ça donne un IS très compétitif. Pour ceux qui souhaitent plus d'informations, on peut parler individuellement. Est-ce qu'il y a un intérêt pour un non-résident d'ouvrir une société à Malte? Dans quel cas ouvrir une société à Malte? Et on a eu des questions sur d'autres vidéos concernant les parieurs professionnels. Quelle est l'imposition des parieurs professionnels qui sont établis à Malte? C'est une imposition différente et distincte parce qu'elle n'est pas prévue par le Code général des impôts maltais, le Inland Revenue Legislation, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose comme ça. C'est prévu par le Code du jeu, par le Code du gaming, avec une taxe très particulière sur les revenus de parieurs. Voilà, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, que vous voulez des précisions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires, c'est beaucoup plus pratique que d'essayer de faire très vaste et très complet, sinon on perd les gens. Si vous voulez des informations individuelles, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, vous savez l'adresse mail dans nos informations de contact. Et si vous avez une idée de juridiction que vous aimeriez qu'on fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas à le mettre également dans les commentaires parce qu'on prendra, s'il y a plusieurs juridictions qui reviennent plusieurs fois, oui, on fera une vidéo comme celle-ci, comme celle de l'Estonie, sur cette juridiction. Pensez-vous également à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, c'est toujours encourageant. Pensez à vous abonner et à activer la notification pour recevoir directement les nouvelles vidéos que nous uploaderons. On vous remercie et on vous souhaite une bonne fin de journée.